La célébrité ne protège personne du danger. Au fil des années, certaines célébrités bien connues ont disparu sans laisser de traces. Leurs affaires restent non résolues et personne ne sait ce qui leur est réellement arrivé. Nous allons découvrir 5 histoires vraies de célébrités toujours portées disparues en 2025. Des affaires qui restent des mystères, avec plus de questions que de réponses. Nous sommes en juillet 2002 dans le Pacifique Sud. L'ancien joueur de la National Basketball Association, NBA, Bison Dele, autrefois connu sous le nom de Brian Williams, vivait son rêve, faire le tour du monde à bord de son catamaran de 17 mètres, le Hakuna Matata. Après avoir pris sa retraite du basketball, il avait tourné le dos à la gloire et à la fortune pour mener une vie plus paisible, pleine d'aventures. Il voyageait avec sa compagne, Serena Carlan, son frère, Kevin Williams, et le capitaine du bateau, Bertrand Saldo. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Bison, un pivot de 2,11 mètres, avait été sélectionné au premier tour de la draft NBA en 1991. Il avait joué pour les Orlando Magic, les Denver Nuggets, les Los Angeles Clippers et les Chicago Bulls. Il avait remporté un titre NBA avec les Bulls en 1997, mais avait quitté le sport à seulement 30 ans, refusant des millions de dollars. Ce n'était pas une décision forcée. Il voulait simplement vivre selon ses propres règles. Malgré son succès, Bison était connu pour sa personnalité imprévisible et ses luttes contre des troubles de santé mentale. D'anciens coéquipiers se souvenaient d'un comportement parfois erratique, comme cette fois où il avait tenté d'ouvrir une issue de secours en plein vol. Pourtant, il restait un homme charmant, libre d'esprit, déterminé à profiter de la vie au-delà du basketball. À l'été 2002, Bison, Serena, Kevin et Bertrand naviguaient dans le Pacifique Sud, savourant l'isolement de l'océan. Mais à partir du 8 juillet, toute communication s'est arrêtée. Leur entourage, habitué à recevoir des nouvelles régulières, a commencé à s'inquiéter. Les semaines ont passé sans aucun signe d'eux. Le 20 juillet, Kevin est rentré seul aux États-Unis, éveillant les soupçons par son comportement évasif. Interrogé sur Bison et les autres, il n'a donné aucune explication claire. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait falsifié la signature de Bison et utilisé son passeport pour acheter pour 152 000 $ d'or à Phoenix. Le FBI est intervenu et a retrouvé le Hakuna Matata, mais des impacts de balles sommairement réparés ont laissé penser qu'un affrontement violent avait eu lieu. Sous la pression, Kevin a livré un récit troublant. Il affirmait qu'au cours d'une dispute, Serena aurait été blessée accidentellement en tentant de s'interposer et serait décédée. Bertrand, le capitaine, aurait voulu alerter les autorités, ce qui aurait mené à un nouveau conflit où Bison, selon Kevin, aurait agi dans un moment de panique. Kevin disait avoir dû se défendre avant de finalement jeter les corps à la mer. Malgré cette confession, les enquêteurs doutaient de la véracité de son histoire. Elle comportait de nombreuses incohérences et sans preuve matérielle, il était impossible de confirmer quoi que ce soit. Avant que les autorités ne puissent aller plus loin, Kevin a fait une overdose d'insuline en septembre 2002. Plongé dans le coma, il est décédé peu après, emportant avec lui les derniers éléments de vérité. La disparition de Bison Dele reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la NBA. Kevin a-t-il agi seul? Y avait-il plus que ce qu'il a révélé? Que s'est-il vraiment passé à bord du bateau? Sa mère, Patricia Phillips, a vécu dans l'angoisse de ne jamais savoir. Elle n'a jamais blâmé un fils plus que l'autre, mais a dû affronter la douloureuse réalité. Elle ne connaîtrait jamais toute la vérité. Elle a un jour confié avoir accepté la perte de ses fils, tout en sachant qu'aucun d'eux ne pourrait jamais raconter ce qui s'était réellement passé. La vie de Bison Dele a été marquée par le succès, l'aventure et finalement la tragédie. Sa décision de quitter le basketball, ses relations familiales complexes et sa quête d'une autre vie semblent toutes avoir joué un rôle dans son destin. Les questions sans réponse persistent. Et si Kevin n'était jamais revenu seul? Et si les enquêteurs avaient pu découvrir la vérité avant sa mort, cette affaire aurait-elle connu une autre fin? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais une chose est sûre, l'histoire de Bison Dele ne sera jamais oubliée. Nous sommes le 5 janvier 2006 à Bremerton, dans l'État de Washington, lorsque Joe Pichler, 18 ans, passe son dernier coup de fil. Ancien enfant acteur, il était sorti la veille avec des amis pour jouer aux cartes et boire un peu. Il semblait aller bien, mais à 4h15 du matin, il appelle un ami en détresse, en larmes, promettant de rappeler dans 1 heure. Ce second appel n'est jamais venu. Depuis, plus personne n'a jamais entendu parler de Joe.
Joe était connu pour ses rôles dans Varsity Blues en 1999 et dans Beethoven 3 et Beethoven 4 entre 1900 et 1901. Mais à l'âge de 15 ans, il s'éloigne du monde du cinéma et rentre chez lui à Bremerton en 2002. Il termine le lycée, obtient son diplôme en 2005, puis trouve un emploi chez Teletech. Il vivait seul, menant une vie simple, appréciant des passe-temps comme jouer à Magic, The Gathering et s'occuper de son cochon d'Inde. Malgré tout, il prévoyait de retourner à Hollywood une fois ses bagues dentaires retirées, dans un mois ou deux. Après sa disparition, sa Toyota Corolla argentée, modèle 2005, est retrouvée près du détroit de Port Madison le 9 janvier. Ses vêtements et son téléphone s'y trouvent encore, mais son portefeuille et ses clés ont disparu. Une lettre de 2 pages, où il lègue ses affaires à son petit frère, est retrouvée. Toutefois, sa famille ne l'a jamais interprétée comme une lettre d'adieu. Sa mère, Cathy, a souligné l'absence de véritable au revoir ou d'indice d'un acte désespéré. Son appartement, lui aussi, est découvert déverrouillé, les lumières encore allumées, ce qui ne lui ressemblait pas. La veille, il riait encore, jouait aux cartes, aucun signe à part de mal-être. Sa sœur, Shona, était persuadée qu'il y avait autre chose. Pour elle, Joe avait peut-être trop honte pour rentrer chez lui. Dans le pire des cas, elle craignait une mauvaise rencontre, mais était certaine qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Les forces de l'ordre ont d'abord pensé que Joe avait pu mettre fin à ses jours, peut-être en sautant d'un pont dans le détroit. L'enquêteur principal, le détective Robbie Davis, a déclaré qu'il y avait de bons indices en ce sens, tout en admettant qu'aucune preuve suffisante ne permettait de le confirmer. Aucun chien de recherche n'a pu capter de pistes autour du pont, et malgré des fouilles approfondies, le corps de Joe n'a jamais été retrouvé. Sa famille, elle, n'a jamais cru à cette théorie. Cathy a estimé que l'enquête avait été bâclée et menée trop rapidement. Elle a affirmé que la police avait à peine fouillé son appartement et avait écarté trop tôt d'autres pistes. Elle a également remarqué que certains objets de Joe, dont ses cartes Magic, The Gathering, avaient disparu. Pour elle, cela prouvait que quelque chose d'important avait été négligé. Au fil du temps, l'affaire a été classée sans suite. En 2008, Shona confiait la douleur de ne pas savoir ce qu'il était advenu de son frère. On dit que le temps apaise, mais ce n'est vrai que lorsqu'on connaît le sort de la personne disparue. Ce sentiment de solitude, selon elle, était le plus difficile à vivre. Les médias passaient à autre chose, les gens oubliaient, mais la souffrance de sa famille, elle, ne cessait jamais. La famille de Joe n'a jamais cessé de le chercher. Cathy a continué à sensibiliser le public et à réclamer des réponses. Elle s'est aussi investie pour aider d'autres familles confrontées à des disparitions similaires. Bien qu'elle ait critiqué la manière dont l'enquête sur Joe avait été menée, elle reconnaissait que les procédures pour les personnes disparues à Bremerton s'étaient améliorées depuis. Les fans de Joe ne l'ont pas oublié. En 2008, certains se rappelaient encore ses rôles dans les films Beethoven. Lors du 25e anniversaire de Varsity Blues, sa disparition a refait surface sur les réseaux sociaux avec l'espoir que quelqu'un, quelque part, détienne une information capitale. À ce jour, Joe Pichler est toujours porté disparu. Sa famille reste convaincue qu'il n'a pas fugué et continue de chercher des réponses. Il aurait aujourd'hui 37 ans. Pourquoi sa voiture a-t-elle été abandonnée près de l'eau ? Pourquoi la lettre semble-t-elle contredire la théorie policière ? Les enquêteurs ont-ils manqué des éléments cruciaux ? Et surtout, Joe est-il encore en vie quelque part, attendant d'être retrouvé ? En avril 2019, l'actrice Zoe McClellan, connue pour ses rôles dans NCIS, Nouvelle-Orléans et JAG, disparaît soudainement. Âgée de 44 ans, elle s'évanouit dans la nature avec son fils de 8 ans, Sébastien Gillin, en pleine bataille juridique houleuse pour la garde avec son ex-mari, Jean-Pierre J.P. Gillin. La situation soulève de nombreuses questions, mais très peu de réponses. Depuis 2017, Zoé et JP se disputaient la garde de leur fils. Cette année-là, Zoé emmène Sébastien à Toronto, malgré un accord légal stipulant qu'il devait rester aux États-Unis. Bien que ce ne soit pas considéré comme illégal, cela a envenimé leur relation. La situation empire lorsque Zoé accuse JP de maltraitance envers leur fils, rendant le conflit encore plus tendu. En avril 2019, tout contact entre Zoé et son ex-mari s'interrompt. JP n'a plus aucune nouvelle ni de Zoé ni de Sébastien depuis des semaines, et Zoé, habituellement très active sur les réseaux sociaux, devient soudainement silencieuse après le 11 avril. Inquiet, JP alerte les autorités, mais leur localisation reste inconnue. Les recherches commencent sans aucun résultat pendant des mois. En mai 2021, un mandat d'arrêt est émis contre Zoé pour interférence dans la garde d'enfants et le National Center for Missing and Exploited Children inscrit Sébastien comme enfant disparu, vu pour la dernière fois le 16 avril 1919. Malgré les efforts, Zoé demeure introuvable.
Le conflit juridique entre Zoé et JP avait déjà attiré l'attention. Mais sa disparition a rendu l'affaire encore plus complexe. JP affirme que Zoé l'a faussement accusé, ce qui a mené à son arrestation. Il passe 4 mois en prison avant que les charges ne soient abandonnées. Pendant son incarcération, Zoé aurait parlé à un gardien de prison en lui demandant comment se débarrasser de JP, ce qui a semé le doute sur ses intentions réelles. C'est à cette époque que Zoé reprend contact avec Charlie Barber, un homme qu'elle avait rencontré des années plus tôt sur le tournage de NCIS, Nouvelle-Orléans. Charlie, père lui-même, l'avait initialement soutenu dans son engagement pour les enfants victimes de maltraitance. Peu à peu, Zoé et Sébastien s'installent chez lui à Franklinton, en Louisiane. Au début, tout semble normal, mais en apprenant à mieux connaître Zoé, Charlie commence à remarquer des incohérences. Elle affirmait que Sébastien était terrorisé par son père et refusait de sortir de la maison. Pourtant, Charlie ne voyait aucun signe de peur chez l'enfant. Au contraire, Sébastien jouait avec enthousiasme avec le fils de Charlie et paraissait heureux de passer du temps avec eux. Zoé félicitait régulièrement Sébastien pour avoir dénoncé son père, bien que le garçon ne semble pas vraiment comprendre ce qu'il avait fait. Elle faisait aussi des demandes étranges. Elle demandait à Charlie de garder Sébastien pendant des funérailles, alors même qu'elle prétendait que son fils n'avait aucune confiance envers les hommes. Elle avait également imposé une règle bizarre, interdiction de lui couper les cheveux, évoquant un traumatisme passé. Pourtant, sa chevelure poussait sans le moindre problème. Elle affirmait posséder des dons psychiques et disait que de l'argent apparaissait mystérieusement sur son compte. Elle utilisait différents noms. Et une fois, elle s'est enregistrée dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans sous le pseudonyme Sarah Chandler, prétendant être en danger. Un événement en particulier a marqué Charlie. En avril 2020, alors qu'ils étaient à la piscine d'un hôtel, Sébastien demande à rentrer pour jouer à un jeu vidéo. Zoé insiste pour que Charlie l'accompagne. Une demande étrange, vu ce qu'elle avait raconté sur la méfiance de son fils envers les hommes. Cette contradiction fait naître de sérieux doutes chez Charlie. À la fin du mois d'avril 2020, Charlie décide de prendre ses distances. Il coupe les ponts avec Zoé et contacte JP via Facebook pour lui faire part de ses inquiétudes. Il apprend alors que l'avocat de JP avait déjà recueilli des informations similaires. Les éléments concordants dessinent un portrait de plus en plus inquiétant. Zoé avait plusieurs fois dit à Charlie qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour que Sébastien reste loin de son père. Cette conviction fait froid dans le dos et Charlie se met à s'inquiéter de ce dont elle pourrait être capable. Depuis 2020, Charlie n'a plus eu aucun contact avec Zoé. Leur dernière conversation était un appel téléphonique très émotionnel avant qu'elle ne disparaisse totalement de sa vie. Elle n'a plus jamais été active sur ses réseaux sociaux et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Les autorités continuent de rechercher Zoé et Sébastien. JP, soutenu par son équipe juridique, collabore toujours avec le bureau du procureur du comté de Los Angeles et l'unité des enlèvements d'enfants de la police de Los Angeles. Où sont Zoé et Sébastien ? Se cachent-ils intentionnellement ou y a-t-il une autre vérité derrière cette histoire ? Zoé croyait-elle vraiment que son fils était en danger ou a-t-elle façonné ce récit pour justifier ses actes ? Pour l'instant, la vérité reste un mystère. Mais si Zoé réapparaît un jour, qu'allons-nous découvrir sur sa disparition et sur la réalité de cette histoire ? Nous sommes le 29 octobre 2022 à Barcelone, en Espagne. Levi Davis, joueur professionnel de rugby de 24 ans, est en voyage pour quelques jours de repos. Ancien membre des équipes de Bath et des Worthing Raiders, il est alors en convalescence après une blessure au genou qui a mis sa carrière en pause. Après un séjour à Ibiza chez un ami, il arrive seul à Barcelone avec l'intention de visiter la ville avant de repartir. Ce qui devait être une escapade rapide va pourtant se transformer en un mystère troublant. Levi est aperçu pour la dernière fois quittant le Old Irish Pub, un bar bien connu situé près de la Rambla. Des images de vidéosurveillance le montrent sortant de l'établissement vers 22h05. Il n'y était resté qu'environ 35 minutes, buvant un verre en regardant un match de football. Après être sorti, il marche dans la rue animée, puis se dirige vers la zone portuaire. Ce sera la dernière trace confirmée de lui. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère total. L'inquiétude gagne rapidement sa famille, qui ne parvient plus à le joindre. Son ami Richard Squire, qu'il avait vu pour la dernière fois à Ibiza, signale sa disparition aux autorités espagnoles. Mais la réaction initiale est lente, ce qui laisse ses proches frustrés et désespérés. Puis, un développement glaçant survient. Des passagers d'un navire de croisière près du port de Barcelone affirment avoir vu un homme en détresse dans l'eau.
Il appelait à l'aide en anglais et l'équipage lui a lancé une bouée. Mais lorsque les secours sont arrivés, plus aucune trace de lui. L'homme correspondait à la description de Lévy, ce qui laisse penser qu'il aurait pu tomber à la mer. D'autres éléments appuient cette hypothèse. Le signal de son téléphone a été détecté pour la dernière fois près du port. Quelques jours plus tard, son passeport est retrouvé abandonné sur un banc, non loin de là. Malgré les recherches approfondies menées par des plongeurs, aucun corps ni preuve concrète n'a été retrouvé. Mais au fil des semaines, des détails inquiétants viennent remettre en question la théorie de l'accident. Quelques jours avant sa disparition, Lévy avait publié une vidéo alarmante sur Internet. Il y révélait être victime de chantage. Il expliquait avoir été filmé à son insu dans une situation vulnérable et que cette vidéo servait à le manipuler. Dans l'enregistrement, Lévy semble apeuré, affirmant que s'il parlait, sa vie et celle de sa famille pourraient être en danger. Cette révélation choque ses proches, qui n'avaient aucune idée de ce qu'il traversait. La question devient alors, sa disparition est-elle liée à ce chantage ? L'enquête privée menée par Gavin Burrows fait ressortir d'autres éléments troublants. Lévy aurait été ciblé par un groupe criminel possiblement lié au crime organisé. Le chantage aurait été connecté à une dette importante qu'il devait régler. Il y aurait même eu des menaces dirigées contre sa famille. Pourtant, malgré ces informations, la police continue de privilégier la piste de la noyade sans preuve définitive. La mère de Lévy, Julie Davis, se dit de plus en plus en colère face au manque de sérieux dans l'enquête. Elle pense que des éléments cruciaux ont été ignorés. Elle révèle également que Lévy faisait face à de nombreuses difficultés personnelles, dont des problèmes financiers et des discriminations dans le monde du sport. Ces pressions, combinées au chantage, pourraient l'avoir poussé à bout. L'enquête révèle aussi d'autres faits troublants. Lévy aurait été harcelé, suivi et aurait eu des contacts avec des individus dangereux. De plus, 38 contacts ont été supprimés de son compte Instagram après sa disparition, ce qui laisse penser à une tentative d'effacement de preuves. Malgré tous ces indices, l'affaire stagne. Les autorités persistent à croire à un accident en mer, bien qu'aucun corps n'ait été retrouvé. Début 2023, la police annonce que le dossier est mis en attente, sauf nouvel élément. Mais la famille de Lévy refuse d'accepter cette version. Puis, un événement inattendu se produit. Le 15 décembre 2022, presque 2 mois après la disparition de Lévy, un ami lui envoie un message. « S'il te plaît, rentre à la maison, je t'aime, tu me manques ». Quelques instants plus tard, le message est marqué comme lu. Cela soulève de nouvelles questions. Est-ce que cela signifie que Lévy est toujours vivant? Se cache-t-il, tentant peut-être d'échapper à ceux qui le menacent? S'il est en sécurité, pourquoi n'a-t-il contacté personne? Ou bien quelqu'un d'autre aurait-il accédé à son téléphone? À ce jour, Lévy Davis est toujours portée disparue. Sa disparition laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Certains pensent qu'il s'est noyé, d'autres croient à une affaire bien plus sombre. Sa famille continue de chercher la vérité, gardant espoir qu'un jour, elle saura ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à Barcelone. Nous sommes le 6 juillet 1983 à Cocoa Beach, en Floride. Tammy Lynn Leppert, mannequin et actrice en devenir de 18 ans, disparaît sans laisser de traces. Sa disparition soudaine reste l'un des mystères les plus déroutants de Floride. Dans les jours qui ont précédé, elle semblait terrifiée. Que s'est-il passé avec Tammy? Et pourquoi était-elle aussi paranoïaque? Née le 5 février 1965 à Rockledge, en Floride, Tammy s'est illustrée très jeune dans les concours de beauté, remportant près de 280 titres sur 300 compétitions. Avec ses cheveux blonds, ses yeux noisettes et son charisme, elle s'est naturellement tournée vers le modélisme, puis le cinéma. Au début des années 80, sa carrière commence à décoller. Elle obtient de petits rôles dans des films comme Little Darlings et en 1983 dans le célèbre Scarface avec Al Pacino. Dans Scarface, elle incarne une jeune femme en bikini qui distrait un guetteur dans une scène tendue. Ce rôle, bien que mineur, représente une étape vers son rêve hollywoodien. Mais après le tournage du film Spring Break en 1983, Tammy change radicalement. Elle participe à une soirée avec l'équipe du film et à partir de ce soir-là, elle devient extrêmement anxieuse. Elle commence à éviter certaines personnes et refuse de dire ce qui l'a tant effrayée. Sa mère, Linda Curtis, remarque ce changement inquiétant et lui demande si quelqu'un essaie de lui faire du mal.
Tammy lui répond simplement « oui », sans jamais vouloir en dire plus. Sa paranoïa ne cesse alors de grandir. Malgré ses craintes, elle se rend à Miami pour tourner ses scènes dans Scarface et séjourne chez un ami de la famille, Walter Leibowitz. Sur le plateau, une scène impliquant du sang artificiel la bouleverse profondément. Elle se met à pleurer et quitte le tournage en urgence. Walter conseillera plus tard à Linda de faire appel à un professionnel pour aider Tammy. De retour à Cocoa Beach, son anxiété s'aggrave. Elle refuse de manger ou de boire quoi que ce soit qu'elle n'ait pas elle-même préparé, persuadée que quelqu'un veut l'empoisonner. Le 1er juillet 1983, elle entre dans une crise de panique. Elle brise des vitres chez elle et se dispute violemment avec son ami Wing Flanagan. Dépassée, sa mère décide de la faire hospitaliser dans un centre psychiatrique pour évaluation. Les médecins ne détectent aucune trace de drogue ou d'alcool. Après 72 heures d'observation, elle est libérée. Mais sa peur reste intacte. Elle parle avoir été témoin de quelque chose d'horrible lors d'une soirée sans jamais donner de détails. Certains pensent qu'elle aurait vu quelque chose d'illégal, ce qui aurait fait d'elle une cible. 5 jours plus tard, Tammy quitte la maison avec un ami, un homme identifié dans certains rapports sous le prénom de Keith. Il dira plus tard qu'ils se sont disputés et qu'elle lui aurait demandé à être déposée près du bâtiment Glass Bank à Cocoa Beach, à environ 8 km de chez elle. Ce sera la dernière fois qu'on la voit. Les caméras de surveillance montrent Tammy seule sur un parking à proximité de la Glass Bank. Elle se rend ensuite dans une station-service, d'où elle tente de joindre sa tante et une amie en laissant des messages urgents. Mais elle n'a jamais pu les atteindre. Après cela, plus aucune trace d'elle. Le jour de sa disparition, Tammy portait une jupe en jean bleu et un haut bleu avec des fleurs cousues. Certains rapports affirment qu'elle était pieds nus, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Sa mère déclarera plus tard que Tammy avait peur de l'amie qui l'avait conduite, mais il ne sera jamais officiellement considéré comme suspect. Au fil des ans, plusieurs pistes ont été explorées. L'une d'elles la relie à Christopher Wilder, un criminel australien tristement célèbre pour avoir attiré des jeunes femmes en leur proposant des opportunités de mannequinat. Vu le profil de Tammy, certains pensent qu'il pourrait être impliqué, mais aucune preuve concrète ne permet de l'incriminer. Wilder sera tué par la police en 1984. Un autre suspect évoqué est John Brennan Crutchley, un kidnappeur en série actif en Floride à cette époque. Il a été soupçonné dans la disparition de plusieurs femmes, mais là encore, aucun lien direct avec Tammy n'a été établi. Il est mort en prison en 2002. Linda, la mère de Tammy, a sa propre théorie. Sa fille aurait pu être prise pour cible parce qu'elle en savait trop sur des activités criminelles locales. Tammy aurait évoqué des sujets tels que le blanchiment d'argent et disait avoir peur d'être éliminée. Certains pensent qu'elle aurait entendu quelque chose d'important lors d'une fête, mais rien n'a jamais pu être confirmé. Des décennies plus tard, l'affaire reste non résolue. Des portraits vieillis par intelligence artificielle ont été diffusés, des investigations relancées, mais aucune piste solide. Son ADN est bien enregistré, mais ses empreintes digitales et dossiers dentaires ont été perdus. Qu'est-il arrivé à Tammy? A-t-elle croisé la route d'un prédateur? Ou savait-elle quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre? La vérité reste insaisissable, laissant derrière elle une énigme toujours aussi glaçante.